Bonjour, je suis Henry Keane. Voici News Pulse sur UATV. Bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, dans cet épisode, des frappes de précision menées par des drones ukrainiens ont entraîné la destruction d'actifs russes de grande valeur. L'industrie pétrolière russe chute après un incendie au port de la Baltique. Moscou suspend ses exportations. Des pourparlers de paix sont-ils en cours? Les États-Unis menacent ouvertement de se retirer de tout processus de négociation concernant la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. L'Ukraine dispose désormais de ses propres Jedi pour combattre le côté obscur russe en utilisant la force ukrainienne. Les forces de défense ukrainiennes recevront très bientôt un nouvel intercepteur de drones et il s'appelle littéralement ainsi le Jedi. Et le Jedi est un véritable chasseur de Shahed. Il est capable de détruire les drones d'assaut russes et iraniens tels que le Shahed, le Geran et le Gerbera et peut également intercepter des drones de reconnaissance. Et le Jedi ukrainien reçoit les données des stations radars au sol de manière automatisée et verrouille également la cible automatiquement. Le drone peut atteindre la vitesse impressionnante de 350 km/h et transporte un demi-kilo de charge explosive. Les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote ont frappé un certain nombre de cibles militaires et logistiques de grande valeur en plein cœur de la Russie et à travers les territoires occupés. Dans la région de Donetsk, par exemple, des pilotes ont détruit un système de missiles solaires Tor-M1. Il s'agit du 27e système de défense aérienne russe neutralisé depuis mars. Parmi les cibles touchées, pendant la nuit figurait un centre de stockage de drones Shahed à Donetsk et un centre principal de serveurs télécoms où étaient produites des lignes à fibre optique. De plus, 2 dépôts logistiques ont été détruits dans les zones temporairement occupées de la région de Donetsk. Dans la région de Luhansk, à son tour, un train transportant des carburants et des lubrifiants techniques ainsi que des réservoirs de stockage de carburant ont été visés avec succès. Lors de la frappe massive russe la nuit dernière, l'armée de l'air ukrainienne a réussi à abattre 400 engins d'attaque aérienne. Les Russes ont tenté d'attaquer l'Ukraine depuis 8 directions différentes cette fois-ci. Comme toujours, les cibles sont les installations énergétiques, les infrastructures critiques, y compris des sites civils et possiblement des entreprises qui jouent également un rôle important pour l'Ukraine. L'ennemi a utilisé un grand nombre de drones, mais il y avait aussi des missiles balistiques. Et ils ont été dirigés vers les régions de Poltava et de Zaporizhia. Cette fois, la défense ukrainienne a abattu presque tous les missiles de croisière russes. De nombreux drones ont également été signalés aujourd'hui. Un grand nombre d'entre eux ont été abattus. Pratiquement tous les missiles de croisière ont également été abattus. Il s'agit de 18 Kh-101 et de 5 Iskander-K. Tous les missiles de croisière ont été interceptés. Yuri Ihnat, chef du département de la communication du commandement de l'armée de l'air. Le plus grand port de la mer Baltique en Russie, Primorsk, brûle pour le 2e jour consécutif à cause des frappes de drones des forces armées ukrainiennes. La Russie a interrompu les exportations de pétrole via ce port. Le port d'Oust-Louga, dans la région de Leningrad, a également suspendu temporairement ses opérations. Eh bien, environ la moitié de tout le pétrole russe vendu à l'étranger était exporté par ces 2 terminaux. Cela signifie que le Kremlin ne recevra tout simplement pas l'argent nécessaire pour faire tourner sa machine de guerre sanglante. Plus de détails dans le reportage pour vous. Dans la nuit du 23 mars, les forces armées ukrainiennes ont frappé un port de chargement de pétrole à Primorsk, dans l'oblast de Leningrad. Il est considéré comme l'un des plus grands terminaux d'exportation de pétrole de Russie sur la mer Baltique. Le système de pipeline a une capacité allant jusqu'à 75 millions de tonnes de pétrole par an. C'est d'ici que la majeure partie du pétrole brut de l'Oural est expédiée, notamment via la flotte Fantôme, afin de contourner les sanctions. Les habitants de Primorsk partagent leurs impressions de ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Il y a un incendie près du port. Notre défense aérienne l'a laissé passer. J'ai passé 3 ans dans l'opération militaire spéciale, mais ce mur de fumée, c'est autre chose. Environ 60 millions de tonnes de pétrole transitent chaque année par le port de Primorsk. L'État agresseur utilise les recettes des ventes de pétrole pour financer la guerre contre l'Ukraine et soutenir les forces d'occupation russes. L'état-major général des forces armées ukrainiennes considère de telles installations comme des cibles légitimes.
La raffinerie de pétrole Bashneft Ufaneftekim a également été touchée. Un incendie sur le site de l'entreprise a été confirmé. La raffinerie Bashneft Ufaneftekim est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement en carburant des forces armées russes. Sa capacité principale de raffinage de pétrole est d'environ 6 à 8 millions de tonnes par an. La raffinerie est située à une distance significative de la frontière d'État de l'Ukraine, à environ 1400 km, selon une déclaration de l'état-major général des forces armées ukrainiennes sur Telegram. Actuellement, les opérations dans les ports qui traitent jusqu'à la moitié de toutes les exportations de pétrole russe ont été interrompues, rapporte Reuters. Sergei Shoigu, secrétaire du Conseil de sécurité russe, a déjà commencé à se plaindre qu'aucune région de la Fédération de Russie, y compris même l'Oural, ne peut plus se sentir en sécurité. Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a confirmé que l'ampleur et l'impact des frappes ukrainiennes sur le territoire de l'État agresseur augmentent régulièrement. Il s'agit d'une stratégie délibérée visant à détruire les sources de la terreur directement à leur point d'origine. Ce sont nos propres sanctions ukrainiennes contre la machine de guerre russe, et nous n'avons aucune intention de les alléger. Les responsables russes ont raison d'admettre qu'il n'y a plus aucun endroit sûr en Russie. Tout cela est une conséquence directe du fait que le Kremlin a déclenché cette guerre illégale et refuse d'y mettre fin. Les Russes ordinaires doivent comprendre que la guerre déclenchée par leurs dirigeants contre l'Ukraine revient là d'où elle est partie, dans leur propre pays. C'est vrai, et les frappes ne feront que s'intensifier. Andriy Sybiha, ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, sur le réseau social X. Le 20 mars, le président français Emmanuel Macron a annoncé la détention en mer Méditerranée d'un navire appartenant à la flotte fantôme de la Russie. Le matin du 23 mars, le Dana, un pétrolier appartenant à la flotte fantôme de la Russie et battant pavillon mozambicain, est arrivé au port français de Marseille-Fos. Il sera désormais remis aux autorités judiciaires pour une enquête approfondie. L'Ukraine, en collaboration avec l'Union européenne, travaille sur des modifications législatives qui permettront la confiscation du pétrole russe et iranien provenant des navires de la flotte fantôme, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a appelé les Alliés non seulement à bloquer ces navires, mais aussi à confisquer le pétrole qu'ils transportent dans l'intérêt de la sécurité européenne. Tant que la guerre continue, tant que les attaques se poursuivent, la pression sur l'agresseur doit se maintenir. Nous travaillons avec les pays européens pour faire en sorte que leur législation leur permette non seulement d'arrêter ces navires, mais aussi de saisir et de confisquer le pétrole. Cela doit être fait. Volodymyr Zelensky a souligné que cela devrait faire partie d'une réponse systématique aux tentatives de la Russie de contourner les sanctions par des livraisons illégales de pétrole. Selon les experts, une telle mesure radicale devrait constituer une réponse systématique aux tentatives du Kremlin de contourner les restrictions par des exportations illégales. S'il existe un navire dans les océans du monde dont la propriété est incertaine, arborant des pavillons qui changent chaque semaine, transportant du pétrole non assuré, transportant du pétrole soumis à des sanctions sans la documentation appropriée et ne respectant pas les normes de sécurité environnementale, alors pourquoi ne pas saisir ce pétrole et le vendre sur le marché européen ? Selon les experts, l'intensification des attaques contre les infrastructures énergétiques, combinée à la pression exercée sur la soi-disant flotte fantôme, fait partie d'une stratégie systématique visant à réduire les revenus pétroliers de la Russie. Cela implique non seulement des dommages physiques aux installations clés, mais aussi la création de risques supplémentaires pour l'ensemble de la chaîne logistique d'exportation, depuis la production jusqu'à la livraison des matières premières aux clients finaux. Reportage de Natalia Houssac, UATV News. Les États-Unis menacent ouvertement de se retirer des pourparlers de paix si l'Ukraine n'accepte pas simplement de retirer ses troupes de la région de Donetsk. Toutes ces intimidations tout au long de l'année, quelle en est la raison? Nous, en Ukraine, nous ne comprenons pas cela. Trump vient tout juste de lancer une nouvelle guerre éclatante de son propre chef au Moyen-Orient et il est impatient de la terminer victorieusement le plus vite possible, voulant simplement avoir les mains libres en Ukraine. En ce qui concerne l'avenir de l'Ukraine, cependant, il n'y avait et il n'y a en réalité aucune raison de dire que ces soi-disant négociations de paix avec la Russie avaient réellement lieu dès le départ. Ces négociations n'ont pas rapproché l'Ukraine de la fin de la guerre, ni même d'un quelconque cessez-le-feu. Leur seul avantage vraiment significatif, ce sont les échanges de prisonniers. Mais nous l'avons déjà fait auparavant
et ces échanges continueront sans aucun doute avec la médiation des mêmes pays arabes du Golfe Persique, d'ailleurs, avec lesquels nous sommes désormais beaucoup plus liés militairement, politiquement et économiquement. Donc, tout ce que nous obtenions et obtenons encore de ces pourparlers de paix avec la Russie, même si l'on suppose qu'ils ont lieu d'une certaine manière, c'est de la pression. Une pression de la part des États-Unis qui ne cesse de s'intensifier toutes les 2 ou 3 semaines, avec toujours plus de nouvelles exigences du côté américain et de la part des États-Unis en tant que médiateurs. Et d'une manière ou d'une autre, cette pression de l'administration Trump et les exigences américaines sont toujours synchronisées avec les exigences et la pression russe. Cependant, cela ne suscite même pas d'étonnement ni de questions ici à Kiev. Nous comprenons très bien qui est qui dans cette mise en scène des pourparlers de paix, simplement en observant leur comportement. En fait, après Anchorage, l'Amérique a cessé d'être un allié, sans même parler d'un véritable médiateur pour l'Ukraine. Un médiateur n'a pas de position convenue à l'avance avec l'une des parties et n'utilise pas de moyens de pression pour faire plier l'autre partie, allant même jusqu'à menacer de bloquer l'échange de renseignements ou la vente de ses armes. Roman Romaniuk, Anelina Strashkulich, de l'article de l'Ukrainian Pravda. Et bien sûr, Zelensky comprend aussi clairement que quiconque qui regarde vraiment la situation. Une issue diplomatique à cette guerre d'agression russe contre l'Ukraine est possible soit dès maintenant, dans les semaines à venir, ce qui, pour être franc, ne semble pas très probable, soit après la fin du mandat de Donald Trump. Et cela, c'est dans presque 3 ans à partir de maintenant. Pendant ce temps, Donald Trump semble faire tout son possible pour éviter d'être un médiateur pour la paix, préférant mettre la pression sur l'Ukraine et prendre ouvertement le parti de la Russie en reprenant exactement la rhétorique du Kremlin comme l'esprit d'Anchorage, quoi que cela veuille dire. Et selon cet esprit d'Anchorage, l'Ukraine doit céder des territoires, d'après Trump et d'après Poutine. Cependant, la direction ukrainienne ne comprend toujours pas comment le retrait du Donbass pourrait garantir l'arrêt de l'agression russe. Et il me semble pratiquement impossible pour quiconque d'expliquer aux commandants ukrainiens sur le terrain qui tiennent actuellement les hauteurs dominantes dans la région de Donetsk pourquoi ils devraient abandonner leur terre natale et se replier vers les plaines découvertes derrière ces hauteurs, simplement parce que Trump et Poutine estiment que cela leur serait plus avantageux. La Russie poursuit la guerre contre l'Ukraine et en prépare de nouvelles, déclare Zelensky après le rapport de la délégation ukrainienne qui avait mené un nouveau cycle de pourparlers de paix avec des représentants américains la semaine dernière. Le président de l'Ukraine est convaincu que la guerre en Iran encourage également la Russie à intensifier son agression. La situation géopolitique s'est compliquée en raison de la guerre contre l'Iran et malheureusement, cela encourage la Russie. Mais les circonstances fondamentales n'ont pas changé. La Russie poursuit cette guerre et sa déstabilisation de l'Europe, soutient le régime iranien par le renseignement et prolonge ainsi la guerre dans cette région tout en se préparant également à de nouveaux conflits dans les années à venir. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, sur X. Le président américain Donald Trump, par l'intermédiaire de son envoyé spécial John Cole, a annoncé lors d'une visite en Biélorussie que les sanctions seraient levées sur plusieurs banques biélorusses et entreprises productrices de potasse. C'est pratiquement impossible, bien sûr, si pour une raison quelconque, vous considérez encore les États-Unis comme un allié de la démocratie occidentale. Mais la décision est déjà entrée en vigueur et concerne les principales entreprises de l'industrie potassique biélorusse qui constituent l'un des principaux produits d'exportation du pays. Cole a souligné que, cette fois, la procédure de levée des restrictions se déroulera beaucoup plus rapidement que lors des étapes précédentes. Avant de se rendre à Minsk, les représentants américains ont mené de vastes consultations avec le ministère des Finances et d'autres structures responsables de la politique de sanctions. Tout cela signifie au final que la Russie va désormais utiliser pleinement les banques biélorusses pour contourner les sanctions américaines qui lui sont imposées. Il est difficile d'appeler cela autrement qu'un alignement direct avec la Russie, vraiment. Eh bien, il semble que ce soit tout pour aujourd'hui. Je suis Henry King. Merci infiniment pour votre temps et votre attention. Nous, en Ukraine, vous en sommes reconnaissants. Merci. Mais n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour rester informé de ce que demain nous réserve à tous.
UHTV sera là pour vous tenir informé de la situation en Ukraine avec du recul. Merci et à bientôt pour de nouvelles discussions. Au revoir.